Bien, mesdames et messieurs, je vous invite à prendre place. Nous allons démarrer notre séance de début d'après-midi avec notre table ronde. Je me présente, je suis Philippe Gilles du cabinet ILDI, qui est spécialisé en conseil, en innovation dans la formation et en digitalisation. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec mes voisines qui sont là aujourd'hui. Nathalie Touzé d'ISTF, qui va se présenter plus en détail. Aurélia Boll, qui est du FFFOD, la directrice générale. Anne-Sophie Pouvreau, qui est fondatrice de Newton Agence. Et nous attendons le quatrième participant de cette table ronde qui ne saurait tarder. C'est normal, c'est un garçon, il est à la bourse, c'est Geoffroy de Lestrange. Voilà, de Spix, un petit appel au micro, s'il m'entend, il peut nous rejoindre. Voilà, pour ne pas perdre de temps, puisque vous savez que nos conférences sont assez rythmées, je vous propose de démarrer tout de suite et de passer la parole, l'image et les chiffres à Nathalie Touzé. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter les chiffres de notre enquête annuelle, donc les chiffres 2023 du Digital Learning. Et donc, comme chaque année depuis maintenant 9 ans, notre enquête a été réalisée auprès d'un panel de professionnels. Donc, cette année, 450 professionnels ont répondu à notre enquête. Peut-être que parmi vous, il y a certains qui y ont d'ailleurs répondu. Donc l'idée, c'est de regarder tout de suite ensemble ce que donnent ces chiffres 2023. Donc juste pour me présenter, effectivement, je suis donc Nathalie Touzé, directrice de l'offre de l'ISTF. Et l'ISTF, c'est l'organisme de référence pour accompagner, former et certifier les professionnels du monde de la formation, que ce soit sur des innovations technologiques, pédagogiques ou de stratégie. Après cette pause déjeuner, je vous propose qu'on commence un petit peu à réfléchir. Je vous ai essayé de vous proposer un petit rébut pour trouver l'un des maîtres mots en fait, de cette nouvelle enquête des chiffres de l'année 2023. Donc voilà, n'hésitez pas, j'entends déjà, vous êtes vraiment très fort. Donc effectivement, un des maîtres mots de cette enquête des chiffres 2023, c'est une avancée considérable du distanciel. Donc c'est vrai qu'après 2022, où c'était un petit peu une année entre deux, où l'ancien monde, le nouveau monde, on a testé, là on voit vraiment une vraie tendance cette année, où le distanciel prend une part de plus en plus importante dans les dispositifs de formation. Si on regarde ensemble comment est-ce que les entreprises qualifient leur offre de formation, eh bien, on voit que pour la première année depuis plus de 10 ans, le majoritairement présentiel passe en dessous. Alors, de très peu, ce n'est qu'un point, mais tout de même, c'est important. L'offre présentielle descend en dessous l'offre Blended Learning. Et si, pour rappel, il y a 2 ans, cette offre présentielle était à plus de 50%. Donc quand même en 2 ans, l'avancée finalement du distanciel via la crise sanitaire a ancré les usages de manière concrète. Et là où on voit cette année également pour la première fois une hausse extrêmement forte en 1 an seulement de 10 points sur les dispositifs de formation majoritairement distanciels. Donc c'est vrai que les années précédentes, on était à peu près majoritairement présentiel, pas mal de blended et assez peu de distanciel. Là, on voit vraiment que ça s'équilibre entre ces différentes modalités. Ce qui est intéressant, c'est que suite à cette question, dans l'enquête, on leur demande à nos professionnels de la formation comment ils se projettent déjà sur l'année future. Et donc l'année dernière, ils nous avaient déjà dit à 87% qu'ils souhaitaient développer l'offre blended et distancielle. Donc on voit que c'est réalité. On leur a reposé la question cette année. Et de nouveau, alors c'est exactement le même chiffre, on n'a pas fait exprès, mais de nouveau, 87% des répondants nous disent qu'ils vont continuer à augmenter la part de blended dans leur offre de formation. Si on regarde un petit peu plus en détail cette typologie en fonction des types de structures qui nous répondent, on voit que les entreprises, et plus elles sont de taille importante, plus on voit ce focus se faire. Les entreprises, elles, c'est vraiment leur objectif l'année prochaine d'aller sur plus de blended learning. Alors que quand on regarde les réponses des organismes de formation, eux ont vraiment comme objectif de déployer plus de distanciel
les ressources asynchrones, donc du e-learning par exemple, en complément du présentiel. Donc c'est vrai qu'on voit quand même une différence entre notre panel sur les entreprises et sur les organismes de formation. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour voir si ces tendances se confirmeront, mais c'est quand même une grosse nouveauté sur ces chiffres. Maintenant, on va parler de pourquoi en fait ces structures, ces organisations souhaitent continuer à développer le distanciel ou le blended learning dans leur offre. Et ce qui est quand même assez incroyable, et nous, ça nous conforte dans tous les conseils qu'on peut donner à l'ISTF depuis plus de 10 ans, c'est que c'est vraiment un objectif d'augmenter l'efficacité pédagogique des formations. Donc, c'est vraiment à 48%, donc il est vraiment en tête sur le podium. Et c'est toujours, le digital learning est toujours perçu comme vraiment un moyen de rendre une offre plus pertinente, plus réactive, plus individualisée. Et donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque ce n'est plus des contraintes budgétaires finalement qui étaient des vraies contraintes, mais quand on veut augmenter l'efficacité pédagogique, c'est vraiment intéressant. Autre chose qui est intéressante cette année, c'est qu'on voit arriver sur le podium, quand on développe le blended learning, eh bien c'est pour répondre à des demandes. Donc on a toujours des demandes de commanditaires, mais surtout, cette année arrive, c'est pour répondre aux demandes des apprenants. Et donc on voit bien, finalement, quand on regarde les chiffres d'avant, où on a de plus en plus de personnes qui font du distanciel, mais c'est aussi une demande des apprenants. Donc on se rend compte vraiment de l'ancrage de ces dispositifs et de ce blended learning au sein aussi de nos apprenants qui souhaitent faire du distanciel. Pas que, mais ça commence à être une offre où des entreprises viennent nous voir en nous disant « Jusqu'ici, on avait réussi à ne pas y aller, mais là, on nous le demande trop, on n'a plus le choix. » C'est nos apprenants eux-mêmes qui viennent nous voir parce qu'ils veulent du distanciel. Donc finalement, le digital learning reste un moyen d'optimiser son offre de formation et d'être en phase avec le marché, commanditaire, apprenant et les formateurs. Donc quand on regarde cette première partie sur les chiffres, finalement, le premier conseil qu'on pourrait se donner, c'est bien de se dire, il y a plus en plus de digital learning, on voit que l'offre se professionnalise, s'ancre dans les ancrages, que les apprenants demandent de plus en plus de distanciel. Donc finalement, le premier conseil, ce sera vraiment d'aller expliquer et communiquer sur pourquoi est-ce qu'on passe sur le digital learning dans une structure, si on ne l'a pas encore démarré ce projet, ou bien pourquoi est-ce qu'on décide d'accélérer, parce qu'il y a une demande, parce que c'est pour augmenter l'efficacité pédagogique. C'est extrêmement important pour que tout le monde soit derrière le projet, de bien expliquer le pourquoi avant de comment est-ce qu'on va le faire. Je vous propose maintenant qu'on passe à une question récurrente qui est là depuis le début, donc depuis 9 ans, donc c'est une question historique, c'est pour vous, quels sont les freins au digital learning, soit à sa mise en place, soit à son accélération. Donc, quand on regarde ces différents freins, eh bien, on voit que le podium reste le même en termes de freins que celui de l'année dernière. Un manque d'effectifs ou un manque de temps, en premier lieu. Un manque de compétences avec des équipes qu'on estime pas encore assez expérimentées en digital learning. Et un manque de budget. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le manque de budget, qui a toujours été dans les freins et sur le podium, diminue d'année en année. Voilà, là, il est rendu à la 3e place. Donc, si on regarde un petit peu de plus près ces différents freins, ce qui est totalement cohérent avec ce dont on a parlé juste avant et ce qui nous rassure, nous, de notre côté à l'ISTF, c'est que c'est assez rassurant parce qu'en fait, le manque d'efficacité pédagogique du digital learning est un frein seulement à 3%. Donc, vraiment, ça nous rassure auprès de notre panel. En tout cas, le digital learning n'est plus considéré comme une innovation. Voilà, elle est vraiment ancrée dans les usages. L'autre chose qui est intéressante, c'est les freins au niveau des manques d'adhésion des acteurs. Que ce soit le manque d'adhésion de la hiérarchie, on sait que ça a été pendant quelques années un frein potentiel. Le manque d'adhésion des apprenants, donc ça on a vu que maintenant c'est même eux qui demandent. Et le manque d'adhésion des formateurs. Donc ça, c'est vrai que ça existe encore dans certaines structures où c'est les formateurs qui freinent un peu des pieds, parce qu'ils ont peur de ne plus avoir assez de travail si on les enlève du présentiel.
Donc là, sur ces freins, on voit quand même que ce manque d'adhésion existe, donc c'est à identifier, mais que finalement, les taux, en tout cas, de réponse ne sont pas si élevés que ça. Et donc, c'est voilà, c'est à prendre en compte, mais ce n'est pas des réels freins à 50% sur la mise en place ou l'accélération du digital. Autre frein, et là, par contre, c'est vrai que c'est beaucoup, on a quand même 57% des freins du digital learning qui sont liés aux ressources humaines. Hein, donc que ce soit le manque de temps à disposition des équipes, que ce soit le manque d'effectifs, que ce soit le manque de compétences. Donc c'est vraiment un moyen pour réussir sa transformation digitale de parier sur ces ressources humaines en interne qui vont pouvoir améliorer, modifier les dispositifs qui existent. Et donc, si finalement on regarde un deuxième conseil, si vous êtes en phase d'intégrer le digital learning ou bien d'accélérer sur le digital learning, c'est vraiment de parier en fait sur les compétences et le développement des compétences de vos équipes. Alors, étant organisme de formation, vous me direz que je prêche un peu pour ma parole, mais voilà, il y a plein de manières de développer les compétences. Ça peut être par de l'échange de pratiques, ça peut être par de la veille, effectivement par de la formation, mais aussi par de la certification, de la professionnalisation de vos équipes. Donc, c'est vraiment la clé et il faut savoir se donner les moyens en termes d'accompagnement humain quand on souhaite développer le digital learning. Si je passe maintenant à la troisième question historique de notre enquête et de notre baromètre, on pose toujours cette question sur les facteurs clés de succès de vos dispositifs de digital learning. Finalement, on va leur demander deux facettes. Pour vous, qu'est-ce qui motive le plus les apprenants à commencer une formation? Et qu'est-ce qui motive le plus vos apprenants, une fois qu'ils sont venus, à terminer votre formation? On retrouve ici donc les taux de connexion, les taux de démarrage, les taux de complétude ou de complétion. Hein, c'est en fonction de le vocabulaire qui nous plaît le plus. Et donc c'est bien, nous, ces deux facteurs que l'on va regarder, ce qui donne envie de venir, ce qui donne envie de terminer, pour en fait pouvoir, le Saint Graal, développer l'engagement des apprenants sur nos formations digitales. Donc, qu'est-ce que ça donne cette année? Eh bien, pour donner envie de commencer, et là, ça fait plusieurs années que ces critères et ce podium sont les mêmes, avec quelques petites nuances en nombre de points, mais on retrouve exactement le même podium que l'année dernière. La première chose qui motive les stagiaires, les apprenants à venir en formation, eh bien, c'est d'avoir des contenus de formation en lien avec leurs problématiques métiers. Pourquoi? Parce que voilà, ils veulent pouvoir ancrer leurs apprentissages, les mettre en application et surtout, ils y voient une vraie utilité. La deuxième place du podium, c'est l'obtention d'une certification, donc d'une certaine reconnaissance suite à la formation. Et le troisième critère qui donne envie aux stagiaires de commencer une formation, c'est le fait de savoir qu'ils vont être accompagnés humainement par un tuteur. Le tuteur pouvant prendre, et le tutorat pouvant prendre différentes formes, mais voilà, c'est un enjeu assez important. Donc les autres critères qui sont en dessous, ce n'est pas qu'ils ne sont pas importants. Hein, c'est juste que finalement, quand on travaille un dispositif, pour nous, finalement, on va focuser d'abord son énergie à s'assurer que les 3 premiers, par exemple, critères soient déjà mis en place pour ensuite continuer à développer encore plus l'engagement des apprenants en allant travailler les autres critères. Finalement, on voit quand même la qualité multimédia et le niveau d'interactivité des contenus qui est plutôt vers le bas du classement. Vous verrez que ce qui donne envie de terminer, je vous fais un petit teasing, ça remonte. Donc c'est important. Mais c'est vrai que voilà, peut-être que si on commence, la gamification du parcours, c'est pas en tout cas ce qui va accrocher en termes de marketing, en termes d'envie des apprenants pour aller suivre la formation. Donc le conseil, là, c'est vraiment de déjà travailler les 3 premiers points et au fur et à mesure de pouvoir rajouter encore des critères d'engagement pour vos futurs apprenants. Si on regarde maintenant ce même classement sur
donner envie de terminer une formation. Donc, on a réussi le premier pari d'attirer nos stagiaires sur leur formation digitale. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont aller jusqu'au bout? Eh bien, c'est encore une fois la même chose que l'année dernière. Donc, je pense qu'on est quand même dans des ancrages assez forts parce que ça fait 3-4 ans qu'on a ce même podium. On voit que la présence d'un tuteur remonte à la première place. L'obtention de la certification reste en deuxième place. Et les contenus en lien avec les problématiques métiers arrivent en troisième place. Mais vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la qualité multimédia, ce qui donne envie de terminer, remonte à la 4e place. Donc ça, c'est assez intéressant. Et finalement, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que chacun des critères va avoir un impact sur l'engagement. Ils sont tous bénéfiques. Mais voilà, en fonction de si vous voyez que vous avez beaucoup de connexions, mais que vos stagiaires n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, voilà, vous pouvez aller travailler 1 ou 2 critères. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un sujet qui me paraît quand même assez intéressant à creuser ici, c'est la certification. Parce que finalement, on en parle beaucoup. C'est aussi dans l'évolution de notre marché de la formation et des talents et du RH de manière un petit peu plus large pour développer vraiment la valorisation des employés, de leurs compétences. Mais voilà, c'est vrai qu'on en parle finalement assez peu quand on voit que c'est quand même le 2e critère qui, à la fois, donne envie de commencer une formation et à la fois donne envie de la terminer. Donc c'est un vrai levier d'engagement, je pense, et de marketing pour vos formations qui est assez intéressant de creuser, notamment pour les marques employeurs et aussi des domaines un peu plus macro si on remonte au niveau RH. Pour terminer, sur ces facteurs d'engagement, ce qui me rassure, et vraiment c'est ce à quoi on croit à l'ISF depuis le début, quand on a au démarrage du digital learning, c'est que finalement c'est l'humain qui va être au centre de l'engagement de nos apprenants. On retrouve l'apprenant, bien sûr, on retrouve également le manager, puisqu'en fait, ce sera à lui de s'assurer que la formation que ses collaborateurs vont suivre sont bien en lien avec le métier, qu'ils auront assez de temps pour les suivre. Donc ça, il a un rôle réel. On a également le concepteur qui, quand lui doit produire des contenus, doit s'assurer que son contenu est bien en lien avec une problématique métier, qui va permettre de travailler l'ancrage pour que finalement, sur le terrain, la formation ait un vrai impact. Et puis, on a également le formateur qui reste vraiment au centre des problématiques et des enjeux d'engagement, en tout cas des apprenants, avec son rôle de tuteur, mais pas que. En tout cas, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, les engagements de l'apprenant sont souvent très liés à tout l'humain qu'on va mettre autour du digital learning. Je passe rapidement, mais vous pourrez télécharger l'enquête complète directement, soit sur d'autres sites, soit vous avez un QR code juste à la fin de cette présentation. Mais voilà, rapidement, les taux de complétion avec et sans tutorat, vous voyez quand même l'impact de la présence d'un humain qui va accompagner l'apprentissage ou pas, sur le fait que les apprenants aillent jusqu'à la fin de leur formation. Donc voilà, ce 3e conseil, n'oubliez pas vos formateurs, ils ont une place prépondérante dans le digital learning. Elle est un petit peu différente de celle du présentiel, mais ils sont vraiment centraux et primordiaux pour la réussite du digital learning. Je termine avec la dernière question historique sur les modalités les plus plébiscitées par notre panel de professionnels quand on parle de digital learning. Donc là, on pose une question. Alors, chaque année, on réexplique. Donc là, c'est vraiment, on va demander pour chaque modalité de donner une note d'efficacité entre 0 et 100. Donc, ce n'est pas vraiment un classement. Vous voyez, c'est un ressenti de nos panels sur, pour vous, quelle est l'efficacité du présentiel entre 0 et 100? Quelle est l'efficacité du micro-learning entre 0 et 100? Ça nous permet tout de même de voir ce classement. Et de nouveau, cette année, un recul assez incroyable des modalités synchrones, le présentiel et la classe virtuelle, même si elles restent encore en tête
des modalités qui sont jugées les plus efficaces, elles perdent quand même 17 points par rapport à l'année dernière. Toutes les ressources, et c'est très cohérent avec ce qu'on se disait en début de conférence, toutes les ressources dites plutôt donc asynchrones, le e-learning, la vidéo learning, le micro-learning, Serious Game, qui prend 11 points par rapport à l'année dernière, sont jugées très efficaces par notre panel de professionnels. Donc voilà, la tendance se confirme. En tout cas, c'est vraiment c'est vraiment une tendance de fond, je pense, hein, sur le distanciel. Quand on voit la part des dispositifs en distanciel, l'efficacité qui est proposée sur les modalités, c'est aussi sans doute que voilà, on se forme, on s'acculture à comment faire de mieux en mieux du distanciel, et voilà, ça permet de remonter cette efficacité, en tout cas ce ressenti d'efficacité. Je termine avec ce chiffre qui va permettre aussi de transmettre la parole à Aurélia qui sera juste après moi. Et je trouvais ça assez intéressant, c'est de comprendre d'où viennent les contenus distanciels. Comment est-ce qu'ils sont créés, ces contenus? Est-ce qu'ils sont créés en interne? Est-ce qu'on les achète, etc. Donc, on voit quand même que 72% des contenus digitaux sont produits en interne aujourd'hui. Donc, soit par le service formation, soit par les collaborateurs en interne. Et ça, c'est une vraie tendance, puisqu'en fait, ce chiffre continue d'augmenter d'année en année. C'est ce qu'on appelle le User-Generated Content. Donc, on voit qu'en fait, le service formation a un impact quand ils créent eux-mêmes des contenus, a un impact quand ils doivent accompagner les collaborateurs à former des experts à transmettre leurs connaissances. Et on voit, en tout cas cette année, que les origines des contenus externes se diminuent un petit peu. Voilà, on internalise, puisqu'on professionnalise, hein, ça a tout son sens, aussi la production des contenus internes. Nos clients viennent souvent nous voir pour nous dire que en fait, ils ont besoin d'être rapides, ils ont besoin d'aller vite parce que ça va vite dans leur monde, et c'est pour ça qu'ils internalisent de plus en plus cette compétence de création des contenus. Voilà, je vous remercie beaucoup.